Nous allons reprendre à présent avec une session qui est plus tournée vers l'économie de la promesse. Les deux intervenants sont Valérie Boisvert, qui est professeure dans un département de géosciences, mais qui est professeur d'économie écologique à l'université de Lausanne. Et donc, je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Je crois que ça fonctionne, j'espère. Et merci beaucoup aux intervenants précédents qui ont déjà plus que planté le décor. Et ce dont je vais vous parler, c'est une application très directe de ce qui a été présenté précédemment, puisqu'on a été très inspiré avec les collègues avec qui je mène mon travail, par les travaux de Pierre Benoît en particulier. Sachant qu'il allait intervenir, je n'ai pas prévu de revenir sur les différentes notions qu'il a déjà introduites, mais vous allez aisément identifier des filiations. Le domaine qui est le nôtre, qui est le mien avec mes collègues, donc en particulier Jean Foilier, qui est sociologue, Aurore Viard-Creta, et puis une série de collègues avec lesquels on a un projet sur le sujet dont je vais vous parler ici. Donc, notre sujet, ce sont les politiques de conservation de la biodiversité. Et dans le cadre de ces politiques de conservation de la biodiversité, bien entendu, il y a des sciences de la conservation qui sont très directement mobilisées. Et ces sciences de la conservation ont ce site particulier que, elles ont été constituées avec le projet explicite de contribuer à la conservation de la biodiversité. Et il y a en plus des dimensions techniques qui s'ajoutent aux dimensions scientifiques, des dimensions explicitement politiques et institutionnelles et économiques dans le projet qui est le leur. Alors, pour peut-être situer un peu les raisons pour lesquelles il nous a semblé fructueux d'adopter ce cadre de l'économie de la promesse pour aborder notre objet, je voudrais vous parler, je ne sais pas si vous êtes très familier du sujet, un peu de conservation de la biodiversité. La notion de biodiversité elle-même a émergé au milieu des années 80, donc tout à fait dans ce dernier régime dont on vient de parler avec les interventions précédentes. Et depuis qu'on parle de biodiversité, l'invention du terme est contemporaine d'un changement de perspective dans les politiques de conservation. Jusqu'au milieu des années 80, les politiques de conservation de la nature faisaient plutôt ce qu'on appelait de la préservation, au sens où on considérait que pour protéger la nature, il fallait en quelque sorte la mettre sous cloche, la mettre à l'abri de toute intervention humaine, et en particulier la mettre à l'abri du marché. On avait des politiques de mise en défense des espaces que l'on a toujours, mais aussi on dressait des listes rouges d'espèces menacées qu'il fallait tenir à l'abri de toute exploitation. Et il y a un renversement avec l'avènement de ce terme, l'invention de ce terme biodiversité, ce qui devient le modèle en matière de conservation, c'est l'utilisation durable. Et l'utilisation durable de la biodiversité, qui passe par sa valorisation économique, est mise en avant comme le moyen central pour assurer sa conservation. Donc c'est un changement de perspective assez radical qui est porté par un nouvel imaginaire, et il y a ce qu'on pourrait qualifier peut-être de nouvel esprit de la conservation, enfin, qui n'est plus si nouveau 30 ans après. Mais tout cela, c'est dominé par des références à l'économie. Avant, la conservation était perçue comme une source de coûts, de dépenses pour les puissances publiques. Et le pari qui est fait avec la notion de biodiversité, avec les politiques qui s'appuient sur cette notion, c'est de transformer radicalement la représentation de la conservation de la nature et d'en faire non plus une source de dépenses et un ensemble de coûts, mais de la présenter comme un investissement.
comme un investissement nécessaire dans quelque chose qu'on va requalifier, qu'on va redéfinir comme étant un capital naturel. Donc on avait plutôt un récit dominé par la perte, dominé par l'érosion, dominé par la menace et dominé par le risque, qui est en partie au moins, puisqu'on l'a déjà évoqué, toujours une superposition, les régimes ne se substituent pas totalement les uns aux autres, mais le récit dominant depuis une trentaine d'années, c'est plutôt le récit des gains. Des gains qui pourraient être tirés d'une conservation de la biodiversité, des gains liés à l'exploitation durable de la nature. Et c'est une représentation qu'on trouve consacrée, entérinée d'un point de vue juridique et politique avec la Convention sur la diversité biologique qui a été signée lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992. Donc pour vous illustrer un petit peu cette idée, je vous ai reproduit quelques bandeaux qui circulent sur des sites internet qui sont dédiés à la communication sur la conservation de la biodiversité, qui émanent donc d'agences des Nations Unies ou d'initiatives des Nations Unies ou de grandes ONG de conservation de l'environnement. Donc vous voyez quels sont les slogans et quel est le message sous-jacent. Il y aurait un problème qui expliquerait la destruction de la biodiversité, qui serait l'invisibilité de ces valeurs. Et faute de pouvoir percevoir les valeurs de la biodiversité, on ne serait pas en mesure de les gérer. Et on n'investirait pas dans la conservation de la nature. Donc ce que proposent de faire des ONG de conservation et des programmes dédiés sous l'égide des Nations Unies, c'est de rendre leur visibilité, ou de donner une pleine visibilité aux valeurs de la nature, faire en sorte que la nature compte, mettre la nature dans l'équation de façon à investir dans la nature. Et donc vous voyez sur le bandeau en haut à droite qu'une ONG de conservation internationale comme l'UICN communique de façon peu subtile sur les valeurs contenues dans les forêts tropicales en y présentant un distributeur de billets. Donc sauver la biodiversité ou la conserver, c'est investir, c'est préserver un capital. Donc telle est l'idée qui est communiquée aussi dans des grands programmes scientifiques qui visent à cartographier les services écosystémiques, à les inventorier, les recenser, les cartographier, à constituer des bases de données qui seront aisément accessibles pour avoir jeté les bases qui pourraient servir au développement d'une finance liée à la conservation. Et ça devient un projet d'opérateur tout à fait traditionnel de la recherche scientifique en écologie. Donc, un projet qui est mené par des coalitions assez vastes dans lesquelles on a des chercheurs, des ONG de conservation et puis des agences internationales dont le mandat tourne autour de la conservation. Donc la valeur de la nature est beaucoup mise en avant. La notion de capital naturel est omniprésente depuis une trentaine d'années dans les discours sur la conservation. Il n'est évidemment pas anodin de qualifier la nature de capital. Et cette qualification ne vient pas uniquement d'économistes et vient même finalement assez peu ou assez tardivement d'économistes dans le contexte de la conservation. C'est plutôt une appellation qui, à l'origine, est portée par des scientifiques de l'univers de la biologie de la conservation, devenue par la suite l'écologie de la conservation. La communication joue un rôle important dans la façon dont les programmes de recherche sont définis. Au sein de l'écologie de la conservation, les chercheurs, qui sont aussi des chercheurs militants, qui entendent par leur production scientifique contribuer à la conservation, cette science est très orientée par le souhait de marquer l'opinion et le souhait de toucher à la fois le grand public et les décideurs, de façon à susciter des investissements massifs dans la conservation.
au point que une partie de la réflexion des institutions internationales est confiée à des bureaux de consultants en communication. On leur demande comment créer la marque biodiversité de façon à atteindre des objectifs en termes de conservation, de façon à toucher le grand public et à toucher les décideurs, publics comme privés. Donc, je vous ai reproduit quelques éléments des préconisations ou des rapports rendus par les communicants qui sont mandatés à cette occasion. Qui considère que la science écologique a trop longtemps mis l'accent sur la perte, sur l'érosion de la biodiversité, en cherchant à la documenter, en cherchant à mettre en évidence quels pourraient être les effets de cette dégradation de la biodiversité. Donc c'est cette image de mort associée à la perte. Elle aurait en outre trop explicitement ou très directement communiqué, les chercheurs auraient trop explicitement communiqué sur les besoins financiers liés aux politiques de conservation. Et ce double message de la perte et du besoin de financement aurait été peu productif. Donc on conseille aux scientifiques, et c'est la communauté tout entière qui s'engage là-dedans, de développer d'autres discours, de développer d'autres savoirs qui puissent se prêter à une mise en équation tout à fait particulière. Donc vous voyez, il y a deux équations, enfin vous ne voyez pas, mais vous allez revoir. Il y a deux équations qui sont suggérées pour communiquer sur cette cause de la conservation. Une équation destinée à induire un changement dans les perceptions publiques de la biodiversité, un message, donc on préconise un message d'amour et d'action, et pour les décideurs politiques, pour essayer de faire en sorte qu'une transition soit engagée qui permettent une meilleure conservation de la biodiversité. Il s'agit de communiquer sur les possibilités d'action aussi bien que sur les moyens financiers. Et pour tout ça, il y a une petite recette qui est adressée, une feuille de route qui est adressée aux scientifiques engagés dans la conservation. Il faut personnaliser leur message, il faut l'humaniser, et ensuite, il faut faire des efforts de diffusion. Donc voilà, réduite à l'extrême et probablement caricaturée, la feuille de route qu'on trouve suivie de façon plus ou moins consciente et plus ou moins explicite par les chercheurs en relation avec cette question de la biodiversité. Et toute cette tentative de rendre visible les valeurs de la nature, de transformer la nature en capital, de montrer où se situent les sources de sous-investissement, tout cela amène ce que certains critiques qualifient de nouvel environnementalisme pragmatique, où il va falloir pointer les possibilités techniques de valorisation de la nature et montrer quels pourraient être les secteurs les plus porteurs en matière d'investissement susceptibles d'entraîner les retours sur investissement les plus forts. Donc tout cela façonne de façon assez marquée le régime de conservation de la biodiversité et la science qui l'alimente. De nouvelles notions sont constamment présentées. Je vous en indique une juste pour mémoire, qui sont les solutions fondées sur la nature, qui est une proposition de notion amenée par l'UICN, qui est donc une grande organisation de conservation, qui indique que... qu'il faudrait, il y a un nouveau registre de justification autour de la conservation de la nature, selon lequel il faudrait conserver la nature parce qu'elle a des solutions, même à la crise écologique engendrée par les excès des activités économiques,
Et il serait intéressant d'investir dans la nature et de préserver la nature pour faire en sorte qu'elle corrige d'elle-même ou qu'elle contribue à trouver des solutions, des réponses aux excès d'exploitation. Donc des innovations, il y en a en permanence pour suggérer des voies d'action, pour attirer des financements. Et ce double impératif de susciter de l'action et d'attirer des financements façonne de façon très, très évidente les agendas scientifiques. Donc c'est ce modèle qu'on voit à l'œuvre notamment à travers la Convention sur la diversité biologique et ses applications de conservation par le marché. C'est avant tout un imaginaire qui est lié à la conservation par le marché, à la possibilité de conserver la nature par le marché. Ce modèle ou cette proposition ou cet imaginaire se décline et s'est décliné à travers le temps depuis une trentaine d'années à travers des propositions successives de mise en œuvre d'instruments de marché. Donc on a imaginé différents instruments de politique publique pour conserver la biodiversité qui avaient toujours en commun de se référer au marché et d'avoir pour objectif de susciter une valorisation économique dont on attendait qu'elle soit une incitation à la conservation de la nature. Les objets ont changé au fil du temps et au fil des évolutions des sciences et des techniques, puisqu'au fil du temps, on a considéré que c'était telle ou telle application ou tel niveau d'organisation du vivant qui était le plus porteur de potentiel économique, de potentiel marchand. Les dispositifs, les agencements marchands sont aussi de nature multiple au fil du temps, mais le projet fondamental demeure le même, celui de créer des marchés ou de créer de l'incitation économique à valoriser, à conserver la biodiversité. Donc, quand on a inventé en quelque sorte le terme de biodiversité au milieu des années 80, on comptait beaucoup sur les avancées du génie génétique, puis ça a été la biologie de synthèse. Ce sont aussi certaines techniques de modification génétique employées en agriculture. Ce sont aussi aujourd'hui davantage c'est sur le séquençage de l'ADN que l'on mise et sur la numérisation des données génétiques et sur l'information génétique détenue dans des collections que l'on mise. Donc il y a des générations, pour reprendre un terme qui a été employé tout à l'heure, des générations successives de promesses qui ont été articulées et qui combine des dimensions scientifiques, des dimensions techniques et des dimensions économiques à chaque fois. C'est la raison pour laquelle ça nous a paru fructueux dans le cadre de nos projets de recherche d'appréhender cette évolution des politiques de conservation comme une succession de promesses, d'y voir des générations de promesses successives, de promesses enchâssées, donc qui sont à la fois scientifiques, techniques et économiques, et cette séquence de promesses étant elle-même incluse dans une promesse plus générale de sauver la nature par le marché. Alors c'est vraiment de l'ordre de la promesse et il nous paraît aussi fructueux et intéressant de le regarder comme ça parce que toutes les étapes qui ont été très, très clairement décrites tout à l'heure et puis les faits stylisés qui ont été décrits par Pierre Benoît tout à l'heure, on les y retrouve. Ça n'est pas parce que c'est efficace en termes de conservation que l'on mise de façon aussi récurrente et répétée sur le marché. Parenthèse rapide, l'érosion de la biodiversité se poursuit en dépit des efforts répétés faits depuis une trentaine d'années pour essayer de l'enrayer à travers la mise en œuvre d'instruments de marché. Il y avait un premier objectif en 2010, une première
échéance qui avait été fixée en 2010 pour essayer de freiner l'érosion de la biodiversité. Elle n'a pas été atteinte. Donc 2010, c'était l'année de la biodiversité, les objectifs environnementaux n'ayant pas été atteints. L'année de la biodiversité s'est transformée en décennie de la biodiversité jusqu'à 2020. Les objectifs n'étant toujours pas atteints, on a adopté un plan stratégique pour la diversité biologique à l'horizon 2020. Et des objectifs qui sont de moins en moins des objectifs définis en termes de résultats et de plus en plus des objectifs de moyens exprimés en termes flous. Je vous ai reproduit quelques lignes de la stratégie d'Aichi qui a été adoptée en 2010. D'ici à 2050, la diversité biologique est valorisée, c'est assez flou, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse. Ça n'est pas un objectif dont on peut s'emparer de façon très simple, dont les scientifiques peuvent s'emparer de façon très simple. Qu'est-ce que c'est que l'utilisation avec sagesse de la diversité biologique? C'est malaisé à définir. Et puis, bon, on trouve par ailleurs des concepts comme la bonne santé des écosystèmes, la bonne santé de la planète, et il serait important de procurer des avantages essentiels à tous les peuples. Alors, il s'agit d'un texte qui porte vraiment sur la conservation de la nature, sur des espèces, sur des écosystèmes menacés, et on se retrouve avec une feuille de route de ce type qui est pour le moins floue. Donc évidemment, à l'horizon 2020, les objectifs d'Aichi n'ont pas été atteints, ce qui fait qu'on se projette aujourd'hui dans l'agenda post-2020. Et bon, je vous ai mis des images parce qu'il me semble être des expressions, des imaginaires et des représentations qui sont celles qui dominent cet univers de la conservation. Vous voyez, on est en train de réfléchir au draft zéro du cadre global pour la biodiversité pour les années à venir. Et bon, avant la biodiversité se dégrader, un jour prochain, son état va s'améliorer. On passe du rouge vers le vert, on serait quelque part dans un creux, dans une forme de stabilisation de l'érosion de la biodiversité, mais on nous promet des lendemains radieux. Et il y a un slogan attaché à la Convention sur la diversité biologique et à ce cadre pour la biodiversité globale qui est « Vivre en harmonie avec la nature ». Donc la vie en harmonie avec la nature, il est difficile de s'en saisir, enfin, pour les scientifiques, d'en faire une feuille de route sur laquelle s'appuyer de façon précise. Et on a du mal à identifier des métriques, des indicateurs, ou tout simplement les dynamiques qu'il conviendrait d'observer et l'échelle à laquelle il conviendrait de le faire pour pouvoir déterminer où on en est sur la voie de l'accomplissement de ce programme. Donc c'est la raison pour laquelle c'était un petit peu long, mais le cadre de l'économie de la promesse a déjà été largement posé. Donc ces politiques de conservation présentent des caractéristiques qui, à notre sens, sont tout à fait celles de la promesse. Et pour le moment, elles ont été analysées, alors soit par des adeptes du marché, soit par des opposants farouches au marché. La thématique de la marchandisation du vivant, de la néolibéralisation du vivant, de la capitalisation de la nature est très centrale dans les recherches qui sont menées sur les dispositifs de conservation, avec des adeptes et des opposants. Mais ce qui fait que ça crée une sélectivité épistémique extrême, que la seule chose dont on parle, c'est de savoir si les dispositifs qui sont mis en place sont des marchés, pas des marchés, un peu des marchés, quel type de marché, ou dans quel degré d'aboutissement de la marchandisation du vivant on est. Et finalement, c'est assez stérile et on est prisonnier de cette centralité de la référence au marché qui empêche de penser autrement
la question de la conservation. Donc il nous semblait que c'était tout à fait fructueux de regarder ce qui se passe dans le monde de la conservation en s'appuyant sur la notion d'économie de la promesse. Alors, je m'excuse, c'est illisible, mais c'est en gros le cadre que l'on utilise pour analyser en séquence les générations d'instruments de politique de conservation qui ont été proposés. Donc en général, ça commence par une innovation technologique ou conceptuelle, un nouveau terme. Donc c'était biodiversité dans les années 80, et puis il y a régulièrement de nouveaux termes qui apparaissent, les services écosystémiques, la déforestation évitée, les solutions fondées sur la nature, les contributions de la nature aux sociétés, enfin, des termes autour desquels vont être formulées des promesses. Les promesses, en l'occurrence, sont des promesses de conciliation entre développement économique et conservation de la biodiversité, protection des droits des populations autochtones et locales qui vivent dans des milieux riches en biodiversité, progrès scientifique, progrès de la recherche lié à l'exploitation de la biodiversité définie comme un or vert. Donc des promesses sociales, économiques en matière de recherche, des promesses de lutte contre la faim dans le monde également, des promesses autour de la santé, puisque dans les années 80, on a beaucoup mis en avant, beaucoup présenté les forêts tropicales comme étant des réservoirs de molécules et de principes actifs potentiellement extrêmement intéressants qui allaient permettre de développer des médicaments miracles. Donc les promesses sont multiples et enchâssées les unes dans les autres. Elles sont soutenues par toute une rhétorique portée par des communautés épistémiques dédiées qui produisent du plaidoyer. Donc avant tout la communauté de l'écologie de la conservation, mais soutenue par des ONG de conservation, soutenue par des scientifiques variés. Il y a une série de success stories qui sont toujours présentées, toujours les mêmes, de cas qui auraient bien fonctionné, de mise en marché, entre guillemets, de la nature qui aurait permis d'aboutir à des bénéfices, en tout cas des résultats favorables en matière de conservation. Donc quelques exemples peu développés sont fréquemment mis en avant pour donner du crédit à la promesse. Il y a aussi, puisque la promesse c'est celle de sauver la nature par le marché, une très forte opposition à la marchandisation du vivant qui, comme l'évoquait tout à l'heure Pierre Benoît à propos des OGM, qui donne finalement du crédit au fait que cette marchandisation existe ou pourrait se produire ou est en cours. Plus l'opposition est radicale, plus on peut avoir l'impression qu'il se passe effectivement quelque chose. Et puis, il y a tout un développement d'indicateurs, de métriques. Et tout cela est déployé. Il y a un récit qui est construit, un imaginaire, des images. C'est pour ça que je vous les ai montrées, qui sont déployées dans le cadre de ce qui est véritablement de l'ordre de la performance. Je ne parle pas forcément ou pas uniquement de performativité des énoncés, mais vraiment du fait que lors des conférences internationales, la promesse va être littéralement interprétée et répétée par des acteurs divers et illustrée et scénographiée, dramatisée, et que cette dramatisation, cette performance, cette répétition sur des modes différents et dans des registres différents et dans des arènes différentes va finir par créer, ce qui est l'étape d'après, un alignement des acteurs et des institutions, et la promesse va se transformer en point de passage obligé, avec une institutionnalisation d'éléments de langage à travers des rapports, à travers des réunions internationales, à travers le droit,
Par ailleurs, pour ce qui est de la recherche, évidemment, ce qu'on a déjà évoqué, le lancement de programmes de recherche, des financements orientés vers les termes de la promesse, ce qui fait qu'il y a une véritable performativité et que cette promesse a une puissance instituante, elle produit quelque chose. Elle a des effets matériels, même si ce ne sont pas les effets que l'on aurait pu en attendre ou les effets que à la fois ses promoteurs et ses détracteurs mettaient en avant. Donc ce que ça induit, on l'a déjà évoqué, hein, c'est une sélection des questions scientifiques, des niveaux d'organisation du vivant sur lesquels on va travailler et qui seront prioritairement mis en avant en association avec la thématique de la biodiversité. Aussi, une représentation des lieux riches en biodiversité, avec la focalisation spatiale, territoriale des politiques sur certains lieux. Le récit créé autour de la biodiversité est très associé aux forêts tropicales. Donc les forêts tropicales apparaissent vraiment comme le hotspot de la biodiversité par excellence. Et tout cela produit un cadrage qui va faire qu'on a l'impression que les enjeux de la conservation sont essentiellement dans des pays du Sud, que les moyens de la conservation, les moyens de financement sont essentiellement dans des pays du Nord, que l'on a des opérateurs du Nord, qu'il s'agisse de chercheurs ou d'ONG, qui mènent des projets de conservation et des projets scientifiques d'études de la biodiversité essentiellement au Sud. Il y a un cadrage Nord-Sud qui est également très présent et qui n'est en rien dicté par la nature scientifique du problème a priori. Donc ce cadrage qui est de différents ordres, hein, invisibilise toute autre analyse possible du problème. Et puis, il y a vraiment la création d'un common ground, d'un terrain d'entente minimal avec des discours et des répertoires d'action partagés entre les milieux de la conservation militants, les associations de protection de la nature, les scientifiques et les financeurs divers et variés, les acteurs intermédiaires, les courtiers des politiques de conservation également, qu'on cherche à enrôler dans la promesse. Et puis, pour chacun des instruments de politique de conservation qui ont été développés au fil du temps, il y a eu un peu ce même cycle et ces mêmes étapes, avec des lieux d'institutionnalisation qui sont toujours les mêmes et qui sont liés à la Convention sur la diversité biologique, des communautés épistémiques qui sont plus ou moins les mêmes, avec tout de même quelques adaptations au fil des redéfinitions. Et puis une communauté scientifique qui, au fond, est à la fois, est pour partie à l'origine de la promesse et pour partie enrôlée dans la promesse, et qui pour le coup, n'est pas tout à fait la même, forcément, d'un instrument à l'autre. Alors pour être très très rapide et vous donner une illustration de ce dont il s'agit, je l'ai déjà évoqué. Donc au moment où la Convention sur la diversité biologique a été signée à Rio en 92, on misait beaucoup sur l'avenir de la bioprospection. Donc sur le développement, sur la possible découverte de nouveaux traitements, en particulier miracles, de nouvelles molécules qui permettent de trouver de nouveaux médicaments. Et donc les programmes de recherche étaient orientés assez rapidement, les financements de recherche ont été orientés vers cette activité. Ce récit il a été porté à la fois par des biologistes de la conservation, mais aussi par des réseaux d'acteurs, des réseaux de chercheurs militants, notamment la Société internationale d'ethnobotanique, qui était à ce moment-là en train de lutter, d'organiser une communauté autour de la défense des droits des peuples autochtones.
et qui s'est dit que l'arène environnementale était un bon lieu pour essayer de faire valoir les droits des peuples autochtones en mettant en évidence les connaissances traditionnelles sur l'écologie des écosystèmes et des espèces. La consécration institutionnelle a été trouvée donc, avec la Convention sur la diversité biologique. Il y a eu immédiatement une interpénétration entre le monde de la conservation et le monde des affaires, avec une série de rapports et d'initiatives lancées sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement, et puis immédiatement de très fortes controverses et des versions un peu dystopiques de la promesse de la conservation par le marché, très forte mobilisation contre le brevetage du vivant, contre la biopiraterie, les nouvelles enclosures, etc. etc. Donc la promesse, elle a été portée, je vous montre juste ça peut-être pour mémoire ou pour l'illustrer, par des agences des Nations Unies. Donc là, vous voyez, la promesse, c'est conserver la nature par la beauté. Donc le secteur de la cosmétique peut sauver les forêts tropicales donc quelques success stories sont mises en avant de nouveaux produits cosmétiques phares qui rapportent beaucoup d'argent et dont on considère qu'ils pourraient être une incitation à conserver des écosystèmes. Et là, donc il y a des promesses qui peuvent paraître un peu extravagantes quand on ne connaît pas cet univers, et ça entraîne évidemment des réorientations vers des types de recherche, des types de développement, des types d'applications. Donc j'en viens à ma conclusion. Donc c'est particulièrement intéressant d'analyser tout ce qui se passe dans cet univers-là comme promesse, parce que si on prenait au sérieux et de façon très littérale et directe le fait qu'on est en train de marchandiser la nature, ben, on constate assez rapidement que la marchandisation, elle est pour le moins inaboutie et inachevée, que ça ne fonctionne pas, que non seulement ce qu'on met en place ne permet pas d'enrayer l'érosion de la biodiversité, mais que ça ne fonctionne pas non plus d'un point de vue économique, que la nature est rétive à sa mise en marché, la valorisation économique de la nature, c'est difficile. Transformer la biodiversité en une série de marchandises, d'actifs qui soient mesurables, fongibles, aliénables, parce que c'est ce que ça nécessite, d'être transformé en marchandises. Tout ça, c'est extrêmement complexe. Il n'y a pas non plus de véritable demande pour les éléments de nature, de demande marchande, de demande du secteur privé ou du monde de la finance en matière de nature. Et donc, ces promesses qui mobilisent beaucoup de moyens et beaucoup de personnes et qui donnent lieu à des déploiements discursifs et des constructions d'imaginaire assez complexes et qui captent beaucoup de ressources et beaucoup de temps et beaucoup d'espace finalement, ne produisent pas grand-chose. Et la performance de la valorisation marchande prend le pas sur sa mise en œuvre effective. Donc cette promesse, elle n'est pas tenue, mais c'est tout à fait intéressant de regarder, donc d'essayer d'analyser cet univers de la conservation sous l'angle de l'économie de la promesse. Donc on a mené des études assez détaillées sur les différents dispositifs que je n'aurais pas eu le temps de développer ici, mais pour travailler la co-construction entre l'imaginaire et le matériel et l'imbrication entre le présent et le futur, ça s'avère extrêmement fructueux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette invitation et pour ces discussions qui sont vraiment passionnantes. Moi, ça va s'inscrire tout à fait dans le fil de ce qui a été raconté jusqu'à présent, avec un style de promesse, on va dire, qui est dans un univers peut-être un peu différent, qui est finalement plus industriel que scientifique, puisque je vais parler d'extraction minière, et en particulier d'une phase de l'extraction qui est avant même que ne commence le fait de creuser, c'est-à-dire l'exploration.
le fait justement de promettre que peut-être il y aura des ressources dans le sous-sol. Je pense que c'est un sujet tout à fait important à l'heure actuelle, parce que l'actualité voit un ensemble de responsables politiques de très haut niveau remettre sur le devant de la scène la nécessité de faire de l'exploitation minière en Europe et en France en particulier. Alors, je ne sais pas si vous aviez suivi ça, mais donc ça c'est une intervention de Barbara Pompili, qui était à l'époque ministre de la Transition écologique, et qui nous dit donc, ça c'est en février dernier, la France doit extraire du lithium sur son territoire. Pourquoi c'est la ministre de la Transition écologique qui dit en gros qu'il faut rouvrir des mines en France? Eh bien son argument c'est, avec la transition écologique, nous avons des besoins technologiques, notamment de batteries, de panneaux photovoltaïques, et ces besoins technologiques nécessitent des matières premières qui sont aujourd'hui extraites ailleurs qu'en France et ailleurs qu'en Europe. Or, dans une situation de crise des matières premières, de crise en termes de prix, de crise en termes d'organisation des chaînes logistiques, eh bien, il faut relocaliser, si l'on peut dire, les mines sur le territoire national. Vous voyez l'extrait dans les quelques lignes. Dans une société dans laquelle on émettra moins de gaz à effet de serre, il faut assumer les conséquences. Nous avons besoin de matériaux comme le lithium. Donc dans tout ça, on a déjà une prise de position sur le futur qui est assez intéressante, inévitabilité de la transition, solution finalement technologique à la transition. On a besoin d'espèces de briques technologiques pour répondre à la situation de transition, et on a besoin de matériaux, donc on a besoin de le faire en France. Alors tout ça, évidemment, ça fait partie d'un ensemble de réflexions qui ne sont pas réservées à ce petit extrait. Il y a un livre qui a eu beaucoup de succès en 2018, a été écrit par un journaliste qui fait des enquêtes d'investigation qui sont tout à fait intéressantes. Et cet ouvrage s'appelle « La guerre des métaux rares ». Il y a eu beaucoup de succès. Il nous montre justement le caractère tout à fait crucial des matières premières minérales pour réaliser les promesses de la transition. La conclusion de l'ouvrage, elle est assez claire, vous le voyez sur cet extrait. Notre contribution à ce débat, on se prononce en faveur d'un renouveau extractif dans l'Hexagone. Et le principal argument, qui pourrait sembler contradictoire, il est environnemental. C'est même, il le dit, la meilleure décision écologique qui soit, pour répondre à ce qu'il appelle un double effet pervers, puisque la délocalisation des industries polluantes a contribué à maintenir les consommateurs occidentaux dans l'ignorance des véritables coûts écologiques de nos modes de vie, et elle a laissé à des États dépourvus de tout scrupule écologique le champ libre pour extraire et traiter les minerais dans des conditions bien pires que si la production avait été maintenue en Occident. Cet argument, il est exactement repris par des gens comme la ministre de la Transition écologique, qui vont, alors parfois il y a des expressions comme mine verte qui vont être utilisées, un peu dans les doubles sens du terme. Mine verte au sens, c'est pour verdir l'économie, on a besoin de matières premières, donc le lithium est vert, on pourrait dire. Et mine verte au sens, en France on fera les choses bien. Regardez, si on exploite le lithium en Chine ou ailleurs, ça va être fait n'importe comment. En France, nous avons la capacité de faire l'extraction dans des conditions qui sont responsables et acceptables. Alors je dis responsables et acceptables volontairement, avec beaucoup de guillemets autour de ces termes, parce que vous verrez que ça fait complètement partie de cet univers de la promesse qu'il faut, à mon avis, problématiser. Donc cet intérêt pour la relocalisation de l'extraction en France, il a eu une actualité renouvelée ces derniers mois. C'est pas complètement nouveau non plus. Déjà, il y a une petite dizaine d'années, au moment de l'élection de François Hollande et de la nomination d'Arnaud Montebourg comme ministre du redressement productif, il y a eu déjà l'idée de lancer un renouveau minier en France. Donc vous avez là Montebourg avec un casque de mineur, de photos qui avaient beaucoup circulé à l'époque, avec le même argument. Pour la transition environnementale, nous avons besoin de rouvrir des mines. On peut tout de suite noter le point sur le renouveau minier qui est intéressant. On voit qu'avec cette histoire d'extraction, on est sur une construction temporelle très particulière. Il y a eu un passé minier, on peut le réactiver en le verdissant et pour le bien d'objectifs qui sont ceux de la transition. Alors évidemment, à l'époque, ce renouveau minier n'a pas du tout été consensuel. Il a donné lieu à des discussions extrêmement virulentes. Je vais vous donner quelques petits extraits. Ici, un communiqué d'une association qui est liée à Ingénieurs sans frontières et qui annonce que la mine verte n'est pas encore mûre. Alors bon, voilà,
on peut apprécier le jeu de mots. Les associations quittent la table. Alors quelle est la table? Il s'agissait à l'époque c'était une initiative qui était portée par le ministère en charge de l'extraction du sous-sol, donc c'est un bureau du ministère de l'écologie, et il s'agissait de définir les conditions d'une extraction responsable. À quelles conditions pourrait-on avoir une mine verte au sens responsable envers les populations locales, envers l'environnement? Les associations ont décidé de se retirer de l'initiative, et puis vous le voyez dans le petit texte en dessous, c'est un des arguments, c'est lié à une autre lecture du passé. Là où on voyait un passé fait d'une période de gloire industrielle, on pourrait dire qu'il faudrait réactiver. Ici, le passé, ce sont toutes les traces dans les territoires de l'extraction minière qui sont toujours pas résolues. Et effectivement, avec les collègues qui travaillent sur les questions d'extraction, j'ai des collègues à l'école des mines d'Alès, qui travaillent sur les territoires dans les Cévennes, exemple que vous connaissez peut-être, et où on voit encore très visiblement dans les territoires les restes de l'extraction qui ne sont absolument pas résolus. En lien avec cette opposition, il y a eu différents projets permis d'exploration qui ont été accordés par le ministère de l'écologie pour faire du repérage, en gros, pour repérer le potentiel minier. Alors ça s'est passé en Bretagne, ça s'est passé dans les Pyrénées, ça s'est passé également dans le centre de la France. Et chacun de ces permis a donné lieu à une opposition extrêmement virulente, qui a donné lieu en retour à une explicitation d'un problème qui est formulé dans les termes de l'acceptabilité. Suite à tout ce qui s'est passé il y a une petite dizaine d'années, l'intérêt actuel pour l'extraction minière en France pose explicitement un problème qui est formulé dans les termes de l'acceptabilité. Un rapport a été remis au gouvernement en tout début d'année par Philippe Varin sur les questions de souveraineté minérale, d'accès aux matières premières. Il nous dit lui aussi il faut creuser en France, et le point principal sur lequel il insiste, c'est attention à l'acceptabilité sociale, il faut faire en sorte que les populations acceptent les projets. Acceptabilité, c'est pas mon terme, c'est le terme qui est utilisé par ces promoteurs, c'est un terme qui est extrêmement problématique, de même que le terme responsabilité dont je vous parlais tout à l'heure. En tout cas, il n'a pas du tout permis de résoudre ces controverses. Pourquoi ces expressions responsabilité et acceptabilité sont problématiques? Eh bien, pour le comprendre, je pense qu'il faut s'interroger un peu sur la formulation justement des promesses, sur les constructions temporelles, spatiales et sociales qui vont avec une façon d'utiliser la promesse. Et le point que je voudrais faire, c'est que dans toutes ces histoires de controverses minières, de débats à propos de l'extraction, le cadrage dans les termes de la responsabilité et de l'acceptabilité rate un peu sa cible, parce qu'il fait comme si tout le monde parlait sur un même contexte. Tout le monde parlait d'un même territoire, par exemple. Tout le monde parlait des mêmes propriétés. Or, ce que je vais vous montrer, c'est que là, on a des controverses qui sont absolument fondamentales, c'est-à-dire il y a des désaccords sur de quel temps on parle, de quel espace on parle, de quelle société on parle. Bref, des désaccords, on pourrait dire, sur la nature, si on veut dire des grands mots, ontologiques du territoire concerné. Alors pour faire ce point, je m'appuie sur des travaux que j'ai menés avec mon collègue Julien Merlin sur ce qu'on a appelé l'ingénierie de la promesse. Et donc vous voyez que ça fait écho à toutes sortes de choses dont on a parlé tout à l'heure. Bernadette parlait de gestion de la promesse. Ce qui nous a intéressés dans ce travail, c'est d'étudier comment la fabrique des promesses est au cœur du travail de l'industrie minière, en particulier lorsqu'on se trouve dans la phase d'exploration, c'est-à-dire quand il n'y a pas encore de mine, mais il faut convaincre que oui, il y a un potentiel. Ce que nous avons fait à l'époque, c'est étudier donc le renouveau minier, le premier, il y a une petite dizaine d'années, et en particulier des acteurs qui s'appellent les juniors du secteur minier. Qu'est-ce que c'est que les juniors? Ce sont des petites entreprises, souvent liées à la recherche, qui vont essayer de fabriquer des connaissances sur les territoires miniers pour prouver qu'il y a du potentiel. Alors les juniors dans le secteur minier, on les appelle souvent les start-up du secteur minier, et c'est vrai que c'est exactement pareil en fait. C'est-à-dire c'est des petites entreprises très liées à la recherche dont le devenir est de se faire racheter, soit d'entrer en bourse, soit se faire racheter par une plus grosse entreprise minière, une major, et vous reconnaissez tout à fait le mode de fonctionnement des start-up. Et d'ailleurs, les gens les plus actifs dans l'industrie minière font souvent le parallèle avec les biotech.
en disant de même que les startups de biotechnologie, c'est énormément de risques, mais énormément de profits si on réussit à développer la bonne molécule, eh bien dans les startups du secteur minier, c'est la même chose, énormément de coûts, énormément de risques à faire de l'exploration minière, mais si on tombe sur un filon, eh bien là, on a tout gagné, là c'est le jackpot, on peut se faire racheter, rentrer en bourse, etc. Dans les juniors du secteur minier français, elles sont assez intéressantes parce que souvent ce sont des anciens du BRGM qui ensuite ont créé des entreprises, des startups qui sont en général cotées à la bourse de Sydney parce que c'est la bourse où il y a beaucoup d'activités spéculatives sur l'extraction minière et qui donc espéraient se faire racheter. Alors, comment elle fonctionne, cette ingénierie de la promesse? Quand je dis ingénierie, c'est que c'est vraiment dans la pratique industrielle. C'est-à-dire, on a fait des entretiens passionnants avec des patrons de juniors minières, et ce qu'ils nous disaient, c'est que, par exemple, il y a tout un travail d'organisation des forages en fonction des cours de la bourse. Vous vous adressez à un public d'investisseurs, donc en fonction de ce que pensent les investisseurs et là où ils en sont, eh bien vous allez plutôt donner tel ou tel résultat en termes de teneur du minerai que vous cherchez, vous allez réorganiser vos forages, etc. etc. Donc c'est vraiment dans la promesse, va avec l'organisation industrielle du travail d'exploration. Et puis, plus fondamentalement, cette ingénierie de la promesse, elle va quand même avec un territoire très très particulier dans ses caractéristiques temporelles, spatiales et sociales, pourrait-on dire. C'est un temps très particulier, le temps de l'ingénierie de la promesse. C'est un temps qui utilise le passé, mais comme preuve, qui utilise le passé comme démonstration que oui, il va peut-être se passer quelque chose. Et là, tout est bon. Là, on peut aller chercher dans les archives municipales de la commune pour dire, regardez, au XVIIIe siècle, il s'est passé quelque chose, on a trouvé un filon, donc potentiellement, ça peut être intéressant dans le futur. Regardez, il y a eu une mine jusque dans les années 50, et sans doute qu'on n'a pas tout exploité, puisque là, le marché est plus intéressant. Donc il faut imaginer des scènes, hein. Il y a des scènes assez drôles où vous avez des juniors, un ancien du BRGM en métropole, qui parle à son investisseur australien, qui lui dit, regardez, j'ai trouvé une archive municipale qui nous dit qu'en 1820, il s'est passé quelque chose d'intéressant, et ça pourrait être tout à fait prometteur, justement. Et puis donc, ça c'est pour le passé. Le futur, c'est un futur de start-up. C'est un futur qui est déterminé par la perspective du rachat. Tout cela va aussi avec un espace qui est très particulier, un espace qui est délimité de deux façons. L'espace du permis minier. On va regarder ce qui se passe à l'intérieur du permis minier, et pas au-delà, évidemment, c'est bien de ça qu'il s'agit. Mais un espace qui s'étend géographiquement, puisque ces start-up, puisque c'est très risqué, fonctionnent par un portefeuille de projets. Exactement comme en biotech. Vous ouvrez un ensemble de projets d'exploration en espérant que sur l'ensemble de ces projets d'exploration, vous en aurez peut-être un qui puisse fonctionner. Et enfin, un dernier point qui est tout à fait crucial, c'est une façon de penser la valeur qui est très particulière, qui est une façon de penser la valeur dans les termes de la valeur boursière, de la spéculation, mais qui ne se limite pas à ça. C'est aussi un mode de raisonnement qui utilise le risque comme catégorie de réflexion. Puisque justement, il s'agit de parler à des investisseurs. Il s'agit de montrer à des investisseurs que le risque est gérable, le risque est déjà connaissable, et ensuite gérable, et ensuite compensable. Parmi ces risques, le risque social, c'est le terme de ce milieu-là, est tout à fait crucial, puisque de plus en plus, dans le secteur minier, vous allez avoir quelque chose qui nous dit attention, finalement, parmi tous les risques, alors évidemment, il y a un risque technique qui pourrait ne rien avoir, où le filon pourrait être moins intéressant que prévu. Mais finalement, le plus problématique, c'est le risque social. C'est le risque que la population n'en veuille pas. C'est le risque que l'État, par exemple, décide de nationaliser le projet. Donc, il va falloir quantifier la résistance sociale, on pourrait dire, et essayer de la compenser d'une façon ou d'une autre, en offrant, par exemple, toutes sortes de mécanismes de compensation. Alors, compensation environnementale pour des questions qui sont liées aux effets sur la biodiversité, par exemple, ou sur des pollutions, mais aussi compensation sociale pour essayer de se mettre la population dans la poche, si j'ose m'exprimer ainsi. Vous voyez que là, le raisonnement dans les termes
acceptabilité et responsabilité va tout à fait avec ce raisonnement dans le terme de l'investissement. Évidemment, l'ingénierie de la promesse, ça fonctionne très difficilement et ça a donné lieu à tout un tas de contestations. Alors, je pourrais prendre beaucoup d'exemples, j'en ai déjà mentionné quelques-uns, mais j'aime bien cet extrait qui vient d'un communiqué de presse d'une association qui s'opposait au permis minier en Bretagne, parce que là, vous avez vraiment une illustration d'une opposition sur, finalement, de quel territoire nous parlons, de quel temps on parle, de quel espace on parle et de quelle priorité sociale on parle. Ici, le point, c'est de critiquer la transformation des permis exclusifs de recherche en, comme c'est la citation, simple actif boursier soumis à la spéculation internationale. Et là, le point, l'opposition qui est tracée, c'est l'objectif de l'État de garantir l'autonomie d'approvisionnement, donc cadrage national et plus du tout le périmètre du projet, mais aussi le territoire local, pourrait-on dire. Pouvons-nous rester passifs face à cette évolution qui fait peser de lourdes incertitudes sur l'aménagement à moyen et long terme de nos territoires? Ce qui m'amène à préciser un peu ce que je voulais dire sur l'ingénierie de la promesse. Je vous ai dit, première dimension de l'ingénierie de la promesse, inscrire la fabrique des promesses dans l'organisation industrielle et même dans l'organisation des forages. Deuxième composante de l'ingénierie de la promesse, eh bien, il faut articuler des promesses qui sont faites à différents acteurs. Parler aux investisseurs de la bourse de Sydney, parler aussi à la population locale pour leur dire « ça va bien se passer, ça va être intéressant, vous allez tirer un avantage du travail qui est réalisé dans le projet ». Et on voit tout de suite des effets de déconnexion. Faire une promesse à un investisseur de la bourse de Sydney, c'est « dans 2 ans, le projet va pouvoir être racheté à un bon prix ». Parler à des gens qui habitent sur le territoire, c'est parler à des gens qui, évidemment, s'intéressent à ce qui va se passer dans 2 ans, mais s'intéressent aussi à ce qui va se passer dans 10, 20, 50, ou dans un temps qui n'est pas limité. Donc, vous voyez déjà un problème dans comment faire pour concilier des promesses adressées à différents publics. Alors, il y a tout un tas de tentatives pour faire ça. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je voudrais juste en mentionner 2. Il y a des tentatives de charte d'engagement où la junior minière va essayer de dire, bien sûr, après je serai remplacé par une major, mais je vais essayer de prendre un engagement qui va dépasser mon temps très court de start-up. Deuxième tentative, transformer les habitants en investisseurs. Et si vous-même, habitants, vous investissez dans le projet minier, alors vous allez vous mettre à raisonner comme nous, vous allez vous mettre à raisonner dans les mêmes termes temporels, spatiaux et socio-économiques, on pourrait dire, qui définissent ce qu'est notre promesse. Alors, cette articulation, elle est extrêmement difficile, elle n'a jamais été convaincante, elle n'a jamais réussi à être suffisamment stable pour permettre une pérennisation, on pourrait dire, de l'ingénierie de la promesse. Et puis, deuxième point, mais c'est ce que je vous disais, responsabilité et acceptabilité sont des composantes cruciales de l'ingénierie de la promesse. Ce n'est pas du tout des contrepoints à la logique de l'investissement, mais ça fait partie du mode de raisonnement de l'investisseur. Donc ça m'amène quand même à préciser la position inverse, ça m'amène à préciser quand même ce qui serait la position critique, qui est souvent décrite par les promoteurs de ces projets dans les termes d'un risque social ou d'une population dont il s'agirait de s'assurer l'acceptabilité. En fait, on peut comprendre les positions critiques comme une autre façon de penser le temps, l'espace et le social du territoire concerné. Alors, dans les travaux que j'ai menés avec Julien Vernin, on a utilisé beaucoup les travaux d'une géographe qui s'appelle Giza Veskalnis et qui parle d'anticipation. Et quand elle parle d'anticipation, c'est pour opposer ce terme à la spéculation. C'est pour dire, quand on anticiper, c'est penser différemment le rapport au passé et au futur, qui notamment se décrivent très très mal dans le langage des risques. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est évidemment la dimension temporelle, mais aussi les dimensions spatiales et sociales. Anticiper, et donc ce que font les opposants au projet minier, c'est faire avec un passé dont la clôture est extrêmement problématique. Elle est problématique parce qu'il y a des traces environnementales dans le territoire qui ne sont pas clôturées. Elle est problématique parce qu'il y a un héritage minier dont on ne sait
très souvent pas trop que faire. Et d'ailleurs, Philippe Brunet, qui était dans la table ronde tout à l'heure, a beaucoup travaillé sur les anciennes mines d'uranium dans le Limousin. C'est un cas fascinant pour étudier tout ça, parce qu'on voit des tentatives de patrimonialiser un héritage minier, un espèce de passé qui revient tout le temps, on essaye de le clôturer, et puis tout d'un coup, ah ben non, en fait, il y a des résidus miniers qui ont été utilisés comme matériaux de construction, donc on voit qu'il se passe des conséquences environnementales qui sont ennuyeuses. Bref, un passé dont la clôture est problématique, un futur qui n'a aucune raison de se clôturer lui aussi. Un futur qui potentiellement est illimité, puisqu'il s'agit bien de gens qui vont vivre dans toute leur vie, puis leurs enfants vont vivre aussi sur le territoire, etc. Une construction spatiale qui est aussi très très différente de l'ingénierie de la promesse. Je vous disais, ingénierie de la promesse, construction spatiale, le portefeuille, le périmètre minier et l'action par portefeuille. Dans le monde de l'anticipation, la construction spatiale, elle est matérialisée par les conséquences matérielles de l'industrie extractive, mais elle n'est pas seulement locale. Il y a souvent dans ces controverses minières la tentation de dire ah bah oui, le problème c'est l'acceptabilité locale. Il faut qu'on se fasse accepter auprès du locaux, comme si le caractère local était si évident que ça. En fait, il n'est pas du tout évident parce que le monde de l'anticipation fait que des opposants vont par exemple s'allier d'un site à l'autre, vont avoir un discours qui mêlera des considérations environnementales ou sociales locales et des considérations sur le devenir de l'humanité, l'organisation des systèmes productifs, etc. Du côté, quelque chose qui nous avait beaucoup amusé avec Julien Merlin quand on étudiait ce terrain et quand on faisait des entretiens avec les juniors, c'est qu'ils avaient une façon de décrédibiliser un peu les opposants en disant « Ah mais oui, c'est du NIMBY, vous savez, not in my backyard, ils ont des intérêts locaux un peu c'est leur petit précaré, et puis ils ne voient pas au-delà de leur jardin. » Et puis, fin de la phrase. Et d'ailleurs, ils ne sont pas du tout d'ici, et c'est même pas des locaux, et c'est pas des habitants de la commune, ce qui est quand même un tout petit peu contradictoire. Mais je trouve que ça met bien le doigt sur le fait que dans ce monde de l'anticipation, c'est une autre construction spatiale. Et puis, au final, autant le monde de l'ingénierie de la promesse fonctionne dans le langage des risques, dans un mode de raisonnement articulé sur le calcul et la compensation, autant dans ce monde de l'anticipation, c'est un mode de raisonnement qui ne se réduit pas au calcul, qui ne peut pas se réduire à la compensation. Alors, je voulais dire un petit mot quand même puisque j'ai tracé cette opposition entre ingénierie de la promesse et anticipation. Qu'en est-il de l'État finalement, puisqu'on a vu que c'était un acteur tout à fait important? Est-ce que finalement on peut penser une troisième façon d'articuler construction temporelle, spatiale et socio-économique, qui serait finalement la planification, qui serait la position d'un État qui serait capable de définir des objectifs temporels, des principes d'exploitation du sous-sol dans un objectif qui serait lié à l'intérêt général. La politique de renouveau minier, je vous ai dit que c'était impulsé par le gouvernement français, à l'époque par Arnaud Montebourg, et puis aujourd'hui peut-être que ça sera repris par le gouvernement actuel, si c'est toujours le même après les législatives, on verra ça. Mais voilà, vous voyez que c'est quelque chose qui est lié au travail du gouvernement. Néanmoins, il est aussi tout à fait intéressant de remarquer que dans ces initiatives de planification, il s'est agi moins pour l'État de définir des grandes bornes temporelles, de faire des feuilles de route, comme dans l'exemple que Bernadette Vincent donnait tout à l'heure. Le principe, c'était moins de faire ça que de préparer le terrain pour l'ingénierie de la promesse. Les cartes que vous voyez ici, ce sont des cartes. Alors la carte de droite, elle a été produite par le BRGM. Elle montre le potentiel minier français. Et ce que fait cette carte, c'est définir un territoire par ses caractéristiques contextuelles géologiques pour permettre ensuite à des juniors de l'exploration minière de cibler les bonnes zones. Donc vous voyez, il y a un travail qui consiste à fabriquer le terrain, le rendre disponible pour l'investissement. À gauche, vous avez une carte de la Guyane française, vous avez peut-être reconnu, le SDOM, ça veut dire le schéma départemental d'orientation minière. Et ce schéma départemental d'orientation minière, il a été fait exactement dans le même objectif. C'est-à-dire rendre lisible le territoire pour que des investisseurs sachent où aller. Et ce schéma départemental d'orientation minière, il a été réalisé
suite à de grosses controverses sur des projets miniers, dans l'objectif explicite de clarifier les choses pour les investisseurs. Donc rendre les territoires lisibles pour que l'ingénierie de la promesse puisse se déployer. Vous voyez que là, c'est finalement pas tellement un monde de la planification, plutôt un monde voilà, c'est ça, de la fabrication du terrain, de rendre le territoire lisible. Alors évidemment, on peut penser à des travaux d'anthropologues, Scott évidemment, mais même Taniali, que vous connaissez peut-être, qui a fait des travaux passionnants, un article notamment qui s'appelle « What is Land ?», qui fait exactement ce point-là sur la fabrication du territoire. S'il me reste encore quelques minutes, je voudrais terminer en donnant quand même une piste de réflexion, parce que là, je vous donne l'impression d'une opposition très forte, et c'est le cas, entre le monde de l'ingénierie de la promesse et d'autres façons de penser l'articulation entre temps, espace et valeur. Mais je voudrais quand même vous donner une piste de réflexion qui me semble intéressante, et à partir d'un exemple qui nous a beaucoup intéressé, qui continue de nous intéresser avec Julien Merlin, qui est un exemple en Nouvelle-Calédonie, c'est un terrain sur lequel nous travaillons depuis quelques temps, puis on continue à travailler dessus. Et cette initiative, qui est, comme vous le voyez, le schéma de mise en valeur des richesses minières de Nouvelle-Calédonie, qui date de 2009-2010, ça nous avait beaucoup intéressé parce que finalement, quelque part, c'était une façon dans ce schéma de rendre discutables les promesses et rendre discutables toutes les caractéristiques qui vont avec ces promesses, caractéristiques temporelles, spatiales et socio-économiques. Mise en valeur, l'expression, elle est intéressante parce qu'elle vient de la colonisation. C'est dans la colonisation française, il y a l'idée de mettre en valeur les territoires, d'utiliser leur richesse au mieux. Et les historiens de la colonisation ont bien montré d'ailleurs que c'était une particularité de la colonisation française. Les historiens qui écrivent en anglais, d'ailleurs, le traduisent même pas. Ils disent, dans un texte anglais, ils utilisent mise en valeur. Ce qui est intéressant dans le cas calédonien, c'est que finalement, pour les acteurs calédoniens, ça a été la mise en valeur a été un peu retournée contre son sens colonial en se disant il s'agit moins de fabriquer des richesses, pour le territoire pour bénéficier à un État qui lui est extérieur. Il s'agit moins de ça que de mettre en discussion la fabrique de la valeur dans tous les sens du terme. C'est la valeur économique, mais aussi la valeur patrimoniale et écologique, culturelle. Évidemment, tout ça se passe dans le contexte du débat sur le futur politique de la Nouvelle-Calédonie et sa possible indépendance. Sans du tout rentrer dans le détail, puisque j'ai presque atteint mon temps, je voulais juste vous signaler que ce schéma est extrêmement intéressant, puisque moins que de résoudre les problèmes, il propose de les discuter. Il propose de dire, par exemple, eh bien, il faut connaître le territoire, mais la façon de la connaître n'est pas si évidente. On doit rassembler des données, mais on doit aussi mettre ensemble des Kanaks qui connaissent le territoire, des scientifiques qui viennent de Nouvelle-Calédonie et de métropole, et essayer de mieux connaître justement ce qui pourrait être des richesses minières, mais aussi des richesses en termes de biodiversité ou en termes de modes de vie locaux. De même, il s'agit moins de fabriquer des zones en disant « ici, investisseurs, vous pourrez travailler », que de se dire « certaines zones du territoire doivent donner lieu à une négociation collective pour savoir ce qu'on va en faire ». Par exemple, on va créer un mécanisme de ce qui s'appelle réserve provinciale pour justement fabriquer une espèce de discussion collective sur que va devenir cette zone-là. Et puis le schéma, moins que de répondre aux questions, met en place des institutions pour se poser la question justement du futur du territoire, par exemple sur quel minerai doit être exporté ou comment il faut fabriquer un fonds souverain. Donc, je termine avec ça. Cet exemple-là me permet d'aller vers une perspective qui me semble tout à fait intéressante, qui n'est pas du tout facile, parce que si j'ai l'air très positif sur le schéma de mise en valeur, je ne voudrais pas donner l'impression que ça suffit à éteindre toutes les controverses en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est absolument pas le cas. Néanmoins, je trouve qu'il donne une piste pour passer finalement du monde de l'ingénierie de la promesse à un monde qui mettrait en discussion de façon tout à fait explicite la construction des territoires de l'extraction, un peu dans tous les sens du terme, et vraiment dans un sens tout à fait fondamental, sur le type de temps finalement dont on parle, sur le type d'espace qui serait partagé, sur le type de valeur qui pourrait être lui aussi partagé. Donc c'est sans doute cette direction qui est à mon avis à la fois analytiquement et politiquement intéressante, c'est de se demander comment on peut rendre discutable le temps, l'espace et la valeur, comment on peut rendre discutable finalement la fabrique des promesses.
Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est une discussion qui est, à mon avis, passionnante à élaborer, notamment à la fois de façon pratique, mais aussi de façon théorique. Il y a tout un tas de travaux sur la durée et sur la fabrique de la valeur, qui sont des ressources très utiles pour mener ce travail-là. Dernier point, je pense que ce travail est absolument crucial à élaborer, puisque la tentation, face à toutes ces controverses et à toutes ces difficultés, peut être exactement inverse. C'est-à-dire, plutôt que de se chercher à se territorialiser dans un sens le plus ontologique du terme, il peut y avoir une tentation de chercher à se déterritorialiser au maximum. Et vous avez peut-être suivi, dans le cas de l'extraction, des choses très à la mode en ce moment qui consistent à dire, puisque c'est trop compliqué de creuser dans les territoires, allons creuser au fond des mers, où il n'y a personne. Puisque c'est trop compliqué d'aller creuser dans les territoires, allons chercher dans l'espace les ressources minérales. Chose qui me semble, à mon avis, tout à fait problématique, qui justement évite de se poser la question ontologique du territoire, qui est, il me semble, tout à fait cruciale. Merci beaucoup. Merci pour ces deux présentations qui sont complémentaires, qui sont intéressantes. Et on a le temps pour une discussion, si vous avez des questions. Oui, bonjour, merci pour vos interventions que j'ai trouvées très intéressantes. Enfin, ma question, elle va à vous deux, en fait. Je me pose un peu la question de comment vous concevez la portée de vos travaux. Parce que finalement, vous nous donnez des analyses qui sont quand même des analyses critiques, soit de la marchandisation du vivant, soit finalement de la façon de traiter les controverses territoriales en maniant l'acceptabilité, etc. Mais finalement, ce qui m'a interpellé, c'est ce que disait Valérie Boisvert sur le fait que des oppositions très radicales à certains projets avaient une certaine fonction, enfin peut-être pas fonction, je trahis sûrement votre pensée, mais qui avait tendance à leur donner finalement une consistance, une existence au projet auquel on s'opposait. Du coup, c'est assez désespérant d'une certaine façon. Et donc voilà, je voulais savoir un peu comment vous concevez, je dirais presque la promesse que vous faites, vous, avec votre science, qui est de se dire, finalement, est-ce que vous allez dans le sens d'outiller une démocratie, enfin les opposants, et donc une démocratie par rapport à ces projets, ou est-ce que finalement ça peut être très facilement valorisable par les promoteurs de certains de ces projets pour dire, ah oui, il faut qu'on fasse gaffe avec la faisabilité, avec les instruments économiques, etc., et on va pouvoir avancer encore un petit peu plus loin nos pions. Excusez-moi de cette question un peu provocatrice, mais voilà, ça me turlupine. Merci pour la question, c'est absolument fondamental, effectivement. Moi, je vais vous donner une réponse sur mon expérience, un peu pratique, et surtout sur acceptabilité, parce qu'effectivement, il y a une permanence de ce mode de réflexion qui mérite d'être complètement contesté. Et là, je pense qu'il y a un côté, il faut être à la fois modeste et ambitieux. Modeste au sens où, dans la conduite du travail de recherche, on est amené de toute façon à discuter avec des gens qui sont des promoteurs de ces projets et on est amené à échanger avec eux, même de façon très très régulière, ne serait-ce que dans la vie universitaire, vous invitez à parler, etc. Donc moi, je me suis retrouvé de nombreuses fois dans des colloques sur futur de l'extraction, souveraineté minérale, etc., à être sur une table ronde avec quelqu'un qui dit le problème de l'acceptabilité est fondamental, et moi je disais il ne faut absolument pas raisonner comme ça, si vous raisonnez comme ça, c'est pas possible, vous ne posez pas les bonnes questions. Donc ça, c'est modeste au sens, c'est dans la vie du chercheur, trouver les situations où il est possible d'intervenir. Mais ambitieux quand même, parce qu'il me semble que c'est possible, finalement, avec assez peu de frais, de décaler les choses. L'exemple, et la raison pour laquelle c'est possible, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est un travail qui est fait par les chercheurs, mais qui est aussi fait par les acteurs. L'exemple du schéma minier calédonien que je vous donnais, il est tout à fait intéressant, parce que là, ce n'est pas des chercheurs en sciences sociales qui ont été critiques sur je ne sais quoi et qui ont décidé de changer les choses. C'est vraiment des acteurs qui sont aux prises avec le devenir politique du territoire, vraiment dans le sens le plus fort du mot politique, qui doivent bien trouver des façons de s'entendre. Et là, je trouve qu'il y a un effet très très fort de circulation de ce type d'exemple, pour dire sur des problèmes
problèmes qui finalement ont trait au futur non seulement du territoire, mais même au futur des sociétés, au futur du type de politique qu'on veut faire. Il est possible d'apprendre des choses à partir d'initiatives qui sont menées par des acteurs qui sont vraiment aux prises avec ces questions. Pardon, moi je ne suis pas sûre d'avoir grand-chose à rajouter. Enfin, je suis tout à fait d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas particulier qui m'intéresse? Les promesses liées aux instruments de marché en matière de conservation sont beaucoup portées par les communautés de scientifiques. Parce qu'il y a une communauté de scientifiques militants. Les sciences de la conservation sont des sciences militantes, et dans laquelle il y a une espèce d'idées, de représentation, d'idées reçues peut-être partagées, selon laquelle les gens ne comprendraient que quand on leur parle d'argent, et selon laquelle il serait impératif d'en passer par la démonstration de la valeur économique pour être entendu, tout simplement. Donc il me semble que des travaux qui leur montrent que ce n'est pas le cas, qui soulignent que année après année, alors qu'on poursuit cette voie-là, ça ne rend pas plus audible les arguments, et que peut-être il faudrait réfléchir à faire autrement et se poser, faire un pas de côté pour se poser la question de ce que sont les savoirs utiles. Et de ce que sont, se poser des questions de sociologie des sciences, de la façon dont les sciences sont utilisées et les résultats sont utilisés pour la décision de façon plus ouverte, et en dénonçant peut-être, en tout cas en mettant en évidence les idées reçues à cet égard. Ça fait déjà bien avancer les problèmes. Pardon. J'avais une question par rapport aux politiques de conservation. Du coup, en suivant votre présentation, j'avais vu qu'il y avait deux schémas quand même qui se traçaient par rapport à ce genre de politique. Celui des exploitants qui marchandisent un peu le vivant en se donnant un peu le droit légitime d'intervenir sur certains territoires par des protocoles comme Nagoya, etc., qui sont beaucoup plus profitables aux pays riches qu'aux pays du Sud, finalement. Et un deuxième schéma qui se trace, c'est celui des ONG qui sont supposées être neutres, entre guillemets, qui se donnent aussi le droit légitime d'intervenir sur certains territoires, comme la forêt amazonienne, le désert, la savane, etc., dans le but de les protéger. Et dans ce cas-là, on voit que les deux schémas se croisent dans une espèce de continuité de politique qui ressemble beaucoup à du colonialisme quand même. Et donc ma question, c'est comment est-ce que vous voyez justement dans ces politiques de conservation-là le rapport qui existe entre les ONG qui sont quand même supposées être un peu désintéressées, les exploitants, les exploitants et les institutions gouvernementales, etc. Et comment est-ce que vous voyez que cette politique-là de conservation qui est en train de se tracer pourrait influencer ce genre de rapport Oui, alors merci de votre question. En l'occurrence, les grandes ONG de conservation sont les premières à promouvoir la valorisation économique, les alliances avec le secteur privé pour assurer la conservation. Donc ce sont des acteurs à la pointe de ce projet de marchandisation, et qui contribuent énormément à produire les catégories, à diffuser les promesses. Donc ce ne sont pas des acteurs distincts. Quant à la question de l'ingérence verte au nom de la conservation, oui, elle est très présente. Et le pari de la Convention sur la diversité biologique, et c'est ce qu'institue le protocole de Nagoya, c'était de permettre aux États du Sud de gérer de façon contractuelle l'accès à leurs ressources et à leur territoire selon leurs propres conditions. Donc de leur donner une certaine latitude. On considérait qu'il y avait une activité il y avait beaucoup de spéculations sur l'avenir du génie génétique, notamment quand la Convention sur la diversité biologique a été signée. Donc on supposait qu'il allait y avoir une grande exploitation, une bioprospection à une large échelle, et il s'agissait par le dispositif juridique qui a été mis en place de l'encadrer et d'éviter qu'elle soit un prolongement de cette ingérence, en tout cas permettre aux États souverains, dont la Convention sur la diversité biologique a reconnu la souveraineté sur leurs ressources biologiques, leur permettre de dire non, leur permettre de refuser l'intervention d'opérateurs étrangers sur leur territoire. Bon, excusez-moi, j'ai une question rapide juste sur la notion de chercheur militant.
parce qu'on en parle dans plein de disciplines actuellement. Et justement, je me demande aussi si toute cette dimension économique, c'est pas une forme de militantisme, mais qui n'est pas présentée comme militantisme, parce que c'est le modèle, disons, dominant de la théorie économique aujourd'hui. Mais je trouve que c'est toujours délicat de dire chercheur militant, parce que on est tous un peu militants aussi d'une certaine façon, et ceux qui se présentent comme étant objectifs, neutres, etc., peuvent l'être tout autant. Oui, merci. Bien sûr, vous avez complètement raison. C'est que la biologie de la conservation se présente comme ça, c'est comme ayant une mission, comme dirigée par une mission qui est la conservation. Donc, il ne s'agit pas simplement je sais pas, d'inventorier les milieux ou de travailler sur le fonctionnement des écosystèmes, mais de produire des savoirs qui contribuent à la conservation. Donc, c'est explicitement revendiqué, mais bien entendu que... Je ne suis qu'économiste, et donc, mais ce qui est intéressant, c'est exactement le point qui a été soulevé. En réalité, il y a une idéologie très claire derrière tout ce qui est considéré comme objectif. C'est-à-dire que quand je parle d'une façon, soi-disant, néolibérale, avec mes modèles classiques de macroéconomie, etc., ça comporte toute la structure d'une idéologie. Et on n'accepte pas ce fait, mais donc les économistes sont autant militants que ceux qui protestent contre mais mon problème avec les deux présentations que j'ai beaucoup appréciées, c'est que quelque part, on parle tout le temps comme si on vivait dans un monde érgodique, si je peux utiliser cette expression. C'est-à-dire où la structure fondamentale de notre évolution qui est stochastique reste constant. Donc on peut raisonner en termes des statistiques du passé. Donc toute l'économétrie est basée sur cette notion-là. Et notre problème actuel, c'est qu'on est face à une incertitude radicale. Et donc là, ça me pose problème parce que, d'abord, l'impression, c'est que dans un certain temps, on va arriver à un genre de consensus. On va converger vers une opinion en commun. Et vous avez expliqué très bien qu'on n'est pas arrivé. Est-ce que c'est parce qu'on est obtus, etc., les gens ont des idées différentes, ou est-ce que c'est parce que c'est un problème fondamental? C'est-à-dire qu'on ne peut pas nécessairement arriver à un consensus. Et juste pour ajouter à ça, si on raisonne comme font des économistes en termes de valorisation de ce qui va arriver dans l'avenir, on risque de se tromper parce que les gens ont des horizons différents et ceux qui investissent ont des horizons très différents de ceux qui veulent protéger le monde. Et donc, un mouvement extrême est de dire « leave it in the ground ». Essaye de ne pas extraire quoi que ce soit. Et est-ce qu'on ne peut pas vivre avec d'autres choses qui sont des substituts pour le lithium, etc., etc. Et ça, c'est un débat qui ne peut pas être résolu, à mon avis, purement sur une base objective. Il y a toutes sortes d'éléments là qu'on doit introduire. Donc, je suis désolé, j'ai pris trop de temps, mais ma doute, c'est qu'on existe dans un environnement où peut-être les raisonnements classiques d'évaluation économique pour les investisseurs, etc., et les horizons des gens sont très différents, où ça falsifie, dans un certain sens, toutes les propositions qui sont faites. Peut-être juste une réaction par rapport à ça. Donc je suis tout à fait d'accord, hein, c'est exactement le point. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que c'est extrêmement important de critiquer des notions comme responsabilité ou acceptabilité, puisque ces notions-là vont avec une façon de poser les problèmes dans les termes du risque social, qui justement va dire il est possible de réduire les incertitudes à une question de calcul, qui va dire on va raisonner sur le périmètre d'un projet donné et pas de façon structurelle, qui va se dire aussi il est possible à un moment d'arriver à un consensus sur les choses qu'il faut faire. Et donc presque fondamentalement, en fait, cette façon de raisonner est incapable de poser des questions beaucoup plus fondamentales, tout simplement de quelle société on parle, quelle société on veut et quelle priorité collective s'agit-il de se donner. Oui, ma question c'est sur l'exploration minière. On a connu en France un très gros échec récent, c'est sur le problème du gaz de schiste, puisque finalement on n'a même pas permis l'exploration.
Est-ce que vous pensez que les progrès de l'ingénierie des promesses seront suffisants pour que dans le domaine des métaux rares, on ne connaisse pas les mêmes blocages ? Moi, je suis à peu près sûr que ça ne va pas marcher si ça reste comme ça. Tout simplement parce que le cadrage, justement, encore une fois, dans les termes de l'acceptabilité, c'est un cadrage dans lequel, finalement, le territoire national ou le territoire local, c'est un contexte. C'est un contexte à connaître au début par la connaissance du BRGM et autres. C'est un contexte dont il faut connaître donc, les caractéristiques techniques et les caractéristiques sociales. Et puis ensuite, on va essayer de faire coller le projet à ce contexte. Donc ce que rajoutent les dernières étapes du renouveau minier, c'est de se dire, dans ce contexte, il n'y a pas que de la technique, il y a aussi du social. Donc il faut savoir quelles sont les caractéristiques sociales de ce territoire. Mais comme le territoire est un contexte, après il s'agit juste de faire coller quelque chose qui est déjà prédéfini à ce contexte, on a incapacité à se demander collectivement quelles sont les bonnes priorités. Donc c'est pas possible que ça fonctionne. La controverse du gaz de schiste, elle est finalement intéressante parce que bon, on peut se dire il y a eu une espèce d'emballement dans une période électorale qui fait que finalement on a interdit plutôt que d'explorer, etc. Mais finalement, quelque part, c'est aussi un choix de société. C'est aussi de se dire bon bah voilà, on considère suite à tout un tas d'événements que cette technologie n'est pas désirable dans le territoire français. Donc ça a au moins le mérite de le politiser dans un sens très fort. Il ne s'agit pas de dire bon, bah, comment on va mesurer le risque technique ou social, comment on va faire de la compensation, comment on va le faire au mieux, mais vraiment le débat fondamental de est-ce qu'on en veut ou pas et est-ce qu'on veut vivre dans un monde dans lequel on rajoute une source de carbone finalement. Pour l'instant, dans les réflexions sur le renouveau minier, on n'en est pas encore là. Juste une remarque sur la tension qui existe entre vos deux papiers, vos deux interventions, qui tient sans doute aux deux études de cas que vous avez étudiées. Valérie présente toute contestation comme servant finalement à aligner les acteurs et à renforcer l'illusion que la marchandisation de la nature peut faire quelque chose. Et que finalement, bon, ça cache que ça ne fait rien, hein, qu'on est toujours dans le... alors que Brice présente la contestation comme une manière de problématiser autrement le rapport au territoire et au temps. Alors, est-ce que vous pouvez discuter entre vous? Parce que moi, je suis très perturbée. Hein. Moi, je croyais que la controverse, ça ouvrait des possibles, mais visiblement, je ne sais pas. Oui, alors effectivement, c'est une vraie question. Alors, c'est évidemment pas la contestation en général, mais c'est la contestation particulière qui entoure les projets liés aux instruments de marché dans l'univers de la conservation. Il existe d'autres formes de contestation qui sont certainement plus fructueuses, mais qui sont aussi moins présentes et auxquelles on donne moins d'écho. Donc il s'agissait de formes particulières et situées de contestation. Et puis il me semble que par rapport à l'objet de Brice, c'est quand même un univers très virtuel, les marchés de la biodiversité. Donc ce sont des promesses qui s'opposent et qui sont discutées les unes par rapport aux autres. Mais sans qu'il y ait beaucoup de matérialisation. Brice a des cartes à nous montrer. Moi, j'aurais de la peine à vous en montrer des cartes. Au-delà des quelques études de cas qu'on discute toujours, il se passe quand même assez peu de choses à une échelle importante. Alors, on a ce positionnement d'acteurs de type start-up qui pensent que peut-être un jour une finance de la biodiversité va se développer et qu'il faudrait se positionner. Mais ils sont positionnés en attendant quelque chose qui n'arrive pas forcément ou pas immédiatement, ou dont ils espèrent la venue et dont ils annoncent la venue parce que c'est ce qui est leur raison d'être. Mais en même temps, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est sur les promesses de valorisation économique, il y a beaucoup moins d'éléments tangibles, ce qui fait que les controverses et les oppositions ne sont pas du même ordre. Oui, moi j'allais juste revenir sur l'aspect extrêmement matériel et extrêmement chaud pour les personnes concernées. Et d'ailleurs, en considérant personnes concernées de façon très très large, parce que c'est un peu ce que je disais sur le local, tu vois, c'est pas juste les gens qui habitent. Donc comme il y a des oppositions très très fortes,
et que en plus ces oppositions sont problématisées par tout le monde, enfin, les acteurs eux-mêmes problématisent ces oppositions, à la fois les promoteurs qui vont chercher à dire on est bien conscient qu'il y a des oppositions, il faut faire en sorte que ça se passe pour le mieux, etc. Donc on va mettre en place toutes sortes de mécanismes, et du côté des opposants eux-mêmes qui vont tout le temps se demander finalement quelle est la bonne façon d'intervenir. Est-ce que, par exemple, il faut participer à la table ronde sur le livre blanc sur la mine responsable, comme ont commencé à le faire les associations qui, finalement, s'en sont retirées? Est-ce qu'il faut adopter des modes de mobilisation qui sont presque violents, en fait? Et là aussi, c'est une des particularités de l'ingénierie de la promesse, c'est que puisque de toute façon, il s'agit de rendre visible à un public d'investisseurs le fait que le risque social est bien maîtrisé, en retour, ça produit des formes de mobilisation où les opposants ont tout intérêt à rendre visible l'opposition pour les investisseurs eux-mêmes. Donc faire des choses extrêmement spectaculaires, de telle sorte que l'investisseur, depuis son bureau à Sydney, voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et effectivement, il y a eu des choses comme des petits mécanismes explosifs dans les bureaux des juniors, etc., ça fait très peu de dégâts, mais ça suffit pour faire la une, etc. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un mode de mobilisation où, d'une certaine façon, qui ne va pas être accepté par tous les opposants. Certains vont dire mais non, mais nous on ne fait pas des choses violentes, il ne faut pas faire ça comme ça, et puis d'ailleurs ça nous empêche après de rentrer en négociation avec le gouvernement sur les évolutions réglementaires par exemple. D'autres vont dire non, mais ce qui compte justement c'est de faire une démonstration la plus visible possible, non seulement pour le télégramme de Brest, mais aussi pour son lecteur à Sydney à la bourse. Donc je ne réponds pas complètement à ta question, mais c'est juste sur la particularité du terrain qui fait que la question de rôle des controverses pour rendre visibles certains problèmes fait partie des discussions qu'ont les gens qui sont concernés par ça. Oui, merci pour les deux présentations qui étaient vraiment passionnantes. Ma question, en fait, c'est celle de l'irréversibilité et de la façon dont on peut s'en défaire. Donc, dans les deux cas, on voit qu'on a des trajectoires où ça devient de plus en plus lourd. Et donc, il me semble que dans ce type d'analyse, en fait, l'approche par l'économie des promesses ou l'ingénierie des promesses, c'est un peu comme la sociologie des épreuves, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à des acteurs, des vrais acteurs qui agissent, qui nouent des liens, qui alignent, etc. Mais il y a un sous-jacent. Et je pense qu'il faut essayer de s'interroger sur le sous-jacent et finalement des transformations un peu structurelles qui agissent sur le cas, mais auxquelles le cas donne certains renforcements avec toute la prudence qu'il faut avoir. Dans les deux cas, il me semble qu'il y a ce qui est commun, c'est quand même, et c'est Alan l'exposé, enfin l'évoquer, c'est l'économicisation. Et l'économicisation, c'est un phénomène qu'il faut questionner en tant que tel. Alors, moi, je ferai référence aux travaux plutôt de sociologie économique type Marion Fourcade, qui explique effectivement comment on en arrive, et même entre ennemis, à penser dans les mêmes termes, avec le même langage, et donc on ne peut plus s'en sortir. Et donc on voit bien qu'il y a un langage, des techniques de calcul, etc., qui s'imposent à l'ensemble des acteurs, et c'est très difficile en fait d'avoir une alternative. Et je pense que du coup la question c'est de savoir comment, à partir de ces points d'observation, on peut enrichir effectivement ce type d'analyse. La seconde chose, c'est une évidence, mais c'est le rôle de l'État. Dans ton cas, Brice, alors j'aurais poursuivi la question d'Olivier, parce que sans trahir des secrets, tu es ingénieur du corps des mines. Oui. Donc quand tu travailles sur l'extraction minière, tu as une position... c'est comme moi quand je travaille sur les OGM à INRAE, et si tu veux, on est quand même un peu dedans, un peu dehors, et donc ce qu'on dit, et j'en connais toute la difficulté, c'est-à-dire, et donc tu dois être informé de toutes les discussions dans l'appareil d'État. Et il me semble qu'une des questions, c'est est-ce que l'État a encore les compétences pour faire ce qu'il devrait ou pourrait faire, tu vois, parce qu'on voit bien que l'ascétisation, en fait, indexer les actions, je sais pas, au Puy-en-Velay sur le cours de la bourse de Sydney, c'est vrai que ça sera toujours difficilement acceptable. Je suis d'accord avec les critiques sur cette notion, mais
ça paraît vraiment improbable, quoi. Et donc une solution, enfin, la réconciliation des différentes temporalités, des différents espaces, sachant que quand même pour tous ces trucs miniers, le problème c'est que tu as des intérêts communs et puis et c'est pas du tout la question du NIMBY, mais une articulation d'échelle spatiale et d'échelle temporelle qui est extrêmement compliquée. Et moi je vois pas, en dehors de l'État, quelle peut être l'institution qui a la crédibilité pour le faire. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir si l'appareil d'État a encore les compétences pour agir de façon crédible dans ces domaines. Donc du coup, les éléments d'irréversibilité, ils sont dans des phénomènes un peu structurels. Enfin voilà, si je suis le raisonnement. Non, mais Alain Baudet, oui, c'est tout à fait important cette histoire. C'est pour ça que l'exemple calédonien m'intéresse en fait, parce que donc j'ai pas eu le temps de le développer beaucoup, mais dans l'exemple néo-calédonien, on n'est pas dans le monde de l'ingénierie de la promesse, en tout cas tel que je l'ai décrit, précisément parce que la question de l'extraction est depuis des années liée à la politique du territoire, est-ce qu'il doit être indépendant ou pas, comment on représente les Kanaks, comment on fait un rééquilibrage politique et économique, comment on fabrique un territoire qui joue son rôle en termes de territoire, qui ne produit pas des effets d'inégalité énormes. Ce qui fait qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des modèles miniers qui sont très différents. Entre est-ce que ce sont des entreprises étrangères qui doivent intervenir ou est-ce qu'il doit y avoir des prises de participation publique dans les projets miniers. C'est la position des Kanaks notamment. Un des gros projets miniers au nord de la Nouvelle-Calédonie, il est détenu à 51% par la province nord indépendantiste, à 49% par Glencore, multinationale des matières premières. Et ce modèle de prise de participation, il est revendiqué comme étant une façon de reprendre le contrôle sur l'activité minière. Alors évidemment, tout ça est très controversé. Certains vont dire, bah oui, mais le fait de faire venir des multinationales, c'est une variante d'un colonialisme qui serait cette fois-ci économique. Mais en tout cas, le schéma de mise en valeur que je montrais rend discutable, en tout cas c'est son objectif, rend discutable ces choix-là. Donc se dit, le rôle du territoire néo-calédonien, c'est justement de trouver les institutions qui vont se dire quel est le bon format économique, qu'est-ce qu'on va exploiter, avec qui, quels seront nos alliés, quels seront nos ennemis, et comment on anticipe un futur où il n'y aura plus d'exploitation, alors c'est du nickel en Nouvelle-Calédonie, où il n'y aura plus d'exploitation de nickel. Donc ça répond un peu à tes deux questions, c'est-à-dire avec cet exemple-là, on voit que le monde de l'ingénierie de la promesse va avec une organisation collective dans laquelle l'État, finalement, ne voit son rôle que comme la préparation du terrain pour les industriels. Et inversement, on voit qu'il y a d'autres possibilités. Mais pour que ces autres possibilités émergent, il faut que le projet... Enfin, il faut, je ne sais pas, mais en tout cas, dans le cas néo-calédonien, la condition, ça a été que la question minière soit complètement liée à une question politique qui était celle de l'indépendance et des inégalités sur le territoire pendant des dizaines et des dizaines d'années, avec quand même une guerre civile, des choses qui sont extrêmement fortes. Donc voilà, je ne dis pas que c'est la chose à répliquer, évidemment, mais je dis que c'est possible de penser dans d'autres termes que ça. Sur la question particulière des compétences de l'État, c'est absolument certain, en fait, sur la perte de compétences de l'État et sur la difficulté qu'a l'État à contrebalancer ce que vont faire les mineurs. Ne serait-ce que dans l'évaluation des études d'impact, dans la définition des priorités, etc. Donc c'est un problème un peu de fond. Et puis enfin, sur la position du corps des mines dans tout ça, finalement, mais c'est aussi un signe de l'affaiblissement de l'État. Ça fait assez longtemps qu'il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs des mines qui font de la mine, hein. Il en reste quelques-uns qui ont eu des postes au BRGM, etc. Et dans le renouveau minier, il y a effectivement un vieil ingénieur général qui à un moment était à la manœuvre, et puis sans doute en se disant, là, ça va être son renouveau à lui, on va dire. mais sinon, c'est quand même pas, c'est pas du tout quelque chose de prestigieux dans la haute fonction publique. C'est pas quelque chose auquel on pense. Alors peut-être que maintenant, avec la recoloration verte, ça va changer, mais en tout cas, c'est un signe sans doute de ce que tu semblais repérer.